Donc, je vous souhaite la bienvenue au 308 et je souhaite la bienvenue à Samuel Bonnet. Nous, on a glissé cette conférence. Alors, je suis toujours un peu embarrassé parce qu'il n'y a pas tout le monde, tout le public que cette conférence mériterait d'avoir. On a glissé cette conférence dans notre planning, dans notre programme ici au 308 à la demande de Kate Fitzsimons qui va nous rejoindre. Je crois qu'il y a une légion d'honneur, donc un truc encore plus important encore plus urgent que l'urgence. On a accepté avec plaisir donc de glisser cette conférence dans notre programme parce que c'est un sujet qui nous paraît évidemment intéressant, dont on ne sait, à titre personnel en tout cas, dont je ne sais pas grand-chose, pour être très très franc, à part quelques petites touches par-ci par-là dans l'actualité générale ou dans l'actualité de notre métier. J'ai entendu parler par exemple, tu nous diras si c'est un quelconque rapport ou pas du tout, des architectes de l'urgence, et puis certains de nos confrères ont fait des choses qui se rapportent à ces situations de l'urgence aussi. Donc voilà, je connais un tout petit peu le sujet. Peut-être que vous qui êtes là ce soir, vous en savez plus que moi, ce qui ne sera pas difficile. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long. Le 308 est ouvert. Je ne connais pas notre public. Je pourrais connaître chacun d'entre vous, mais je ne connais personne ce soir. Donc pour ceux qui l'ignorent, le 308, c'est la maison de l'architecture. Ce n'est pas que la maison de l'architecture, mais c'est la maison de l'architecture aussi. C'est le siège du Conseil de l'Ordre. C'est le centre de formation des architectes et c'est architecture et commande publique. Donc moi, je suis président de la maison de l'architecture qui a vocation donc comme son nom l'indique, à accueillir toutes les architectures, pas seulement les architectes, pas essentiellement d'ailleurs les architectes, mais l'architecture dans toutes ses formes. Et là, c'est une forme un petit peu spéciale ce soir que tu vas nous présenter. Je le disais en plaisantant tout à l'heure, mais c'est tout à fait vrai. On a les clés, on a la lumière, personne ne nous mettra dehors. Donc le format de la conférence, c'est celui que tu choisis. Après, il est prévu qu'on prenne un verre ensemble et qu'on discute. Donc on pourra soit installer des questions-réponses ici, soit en allant à côté. C'est l'avantage du format réduit. Enfin, on va trouver des avantages à la situation qu'on subit. Donc, et puis ceux qui vont nous rejoindre, s'assieront un peu plus loin. Donc voilà, je ne suis pas plus long, je te cède le micro, celui-ci ou celui-là, ou sans rien, mais sans rien, il faut un peu forcer sa voix. Donc c'est comme tu veux. Donc la Croix-Rouge, vous la connaissez tous. Tout a commencé en 1859. Il y a eu une bataille qui était la bataille de Solferino. Donc je viens de découvrir qu'il y avait une ville qui s'appelait Solferino en Gironde. Je pensais, en général, les Français connaissent Solferino à cause de la rue de Solferino. Mais Solferino, c'est avant tout un village au nord de l'Italie où il y a eu une guerre entre la France et l'Autriche. Donc cette guerre, elle a été particulièrement sanglante, c'était sous Napoléon III. Vous voyez, elle fait partie de l'histoire de France, évidemment, parce que la France l'a gagnée. Mais elle est surtout, on s'en rappelle surtout par la cruauté des combats et le nombre de blessés qu'elle a généré. Vous voyez dans les tableaux héroïsants qu'on voit là à l'écran, il y a toujours un tas de cadavres, même devant la liberté triomphante, vous voyez. Et cette bataille a donné lieu à ce fameux ossuaire de Solferino. Ce n'est pas de ça dont je vais vous parler ce soir, même si c'est un intérêt architectural. Mais c'est que en fait, pendant cette bataille, il y a eu un homme d'affaires suisse qui rentrait d'Algérie et qui est tombé en plein pendant la bataille et qui a été obligé de s'arrêter. Cet homme, c'est lui, Henri Dunant. Et devant l'horreur de ce qu'il voyait, il a décidé de mobiliser des villageois, du village de Solferino, pour en fait sauver les blessés qui étaient laissés sur le champ de bataille, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de service de santé dans les armées. Et en criant en italien Tutti fratelli, tous frères, et en marquant du sang des blessés les draps que les contadines et les fermières avaient amenés d'une croix rouge, ils en ont fait un drapeau pour rapatrier les blessés dans une église et pour leur donner des soins. Parce qu'il raconte dans le livre que vous voyez là un souvenir de Solferino, qui était le grand hit de l'époque, que c'était à un niveau tel qu'il n'y avait vraiment pas de soins qui étaient donnés, alors que même la notion de soins dans les guerres, ça date de Louis XIV. Il n'y avait pas de soins qui étaient donnés, et dans la contre-attaque, les gens avec des canons roulaient avec les chevaux sur les corps des gens qui étaient encore vivants, avec les cerveaux qui explosaient et tout. Enfin, c'était une horreur. Ce livre, en fait, a été beaucoup lu, et ça tombait à une époque, au XIXe siècle, où il y avait beaucoup de mouvements pacifistes à la fin du 19e, fin du 19e en Europe. Et il a été beaucoup lu parce qu'il apportait une approche un peu nouvelle. D'abord, c'était avant tout un souvenir,
C'était un témoignage de ce qu'il avait vu. Mais après, quand il est rentré à Genève, il a rencontré des anciens militaires, des médecins. Donc il a fait ce qu'on dirait lobbying maintenant, pour créer le Comité international de secours aux blessés, qui tout de suite est devenu ce qu'on appelle le Comité international de la Croix-Rouge. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? La première chose qu'ils ont fait, ils ont dit, on va faire une convention. Et ça, c'était aussi nouveau. On va proposer, ça ne doit pas être courant qu'un architecte fasse autant d'histoire pour lancer son histoire, mais il a proposé une convention pour les blessés de guerre. Et il l'a proposé aux États. Il a dit, ils ont dit, ok, si vous signez cette convention, vous vous engagez en tant qu'État, si vous faites la guerre, à vous doter d'un service des armées, de santé, de créer une société nationale de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge italienne, la Croix-Rouge espagnole, vous les connaissez tous, ces Croix-Rouges, mais c'est un peu compliqué de comprendre un peu qui fait quoi, mais ça c'est ce qu'on appelle les sociétés nationales. Donc l'État signataire crée une société nationale qui, en temps de paix, va faire de la promotion de la santé publique. Donc c'est Adriana 42 qui vous parle et qui vous dit donnez parce que comme ça on va avoir des ambulances ou ne buvez pas, ou ce genre de choses. Et qui, en temps de guerre, se met au service du comité international de la Croix-Rouge, qui donc vient dans le pays et coordonne l'action afin de s'assurer que ce que vous venez de signer là est respecté. Donc respecter les blessés de guerre, ça veut dire quand il y a quelqu'un qui est blessé, vous ne l'achevez pas avec une arme, vous évitez de lui rouler dessus avec vos canons et ce genre de choses. 8 pays sont signataires au départ, en 1864, et ça marche bien. Ça, c'est le mapping en fait, de la première convention qui est tout à gauche, qui va s'accrocher aux discussions qu'il y a à La Haye, qui sont des discussions plutôt pacifistes sur les gens pensent qu'on peut, à travers la loi, parce que c'est une loi, la Convention de Genève, qu'on peut, à travers la loi, empêcher la guerre, alors que la Croix-Rouge dira toujours, nous ne sommes pas une organisation pacifiste, nous pensons que les guerres existent, qu'elles existeront, c'est malheureux, mais qu'elles doivent être faites avec humanité. Donc, ils ont influencé pour en arriver, vous voyez, 1899, 1906, 1907, la Première Guerre mondiale qui se fait, et puis la deuxième, et puis à la fin, il va y avoir les 4 conventions de Genève. Donc la première qui parle des blessés de guerre sur terre, la deuxième des blessés de guerre en mer, la troisième des prisonniers de guerre, et la quatrième des civils. Ce que vous voyez là qui est intéressant, c'est que les conventions de Genève, c'est ce qu'on appelle le droit international humanitaire, donc c'est une loi internationale qui définit la conduite des hostilités pour garder une humanité. Enfin, disons qu'on va éviter la barbarie. Donc la guerre existe, mais ça n'empêche pas de rester humain. C'est un concept qui n'est pas toujours très facile à comprendre, mais c'est juste éviter les dérapages. Donc, pour un des modes d'action de la Croix-Rouge, peut-être avant que je vous dise ça, vous entendez souvent parler à la télé en disant « Ah, un tel est criminel de guerre. Ah, ou un autre, il y a un crime de guerre là qui vient d'être fait. » C'est quoi un crime de guerre? C'est une contravention aux conventions de Genève. Donc quand vous entendez ça, il y a eu crime de guerre, ça veut dire qu'on ne respecte pas les conventions de Genève proposées par la Croix-Rouge. Ça a été la première loi universelle signée par l'ensemble des États du monde. Donc maintenant, il y a des sociétés nationales dans le monde entier qui, en temps de paix, s'occupent de la promotion de la santé publique et qui, en temps de guerre, vont travailler avec le comité. Donc vous voyez, c'est très fortement ancré dans la conduite des hostilités et dans le droit international. Après, les Nations Unies vont essayer de faire respecter ce droit en rajoutant des couches à partir de 1947 sur le... Comment ça s'appelle? Crime contre l'humanité. C'est une autre notion. Crime de guerre, c'est contravention des conventions de Genève. Le crime contre l'humanité, c'est la contravention à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, le CICR et les Croix-Rouges nationales ont besoin de recruter pour aller sur le terrain. Ils ont 7 principes d'action. L'humanité, donc ce qu'on fait, c'est avant tout pour l'humain, rester humain, même dans les pires des situations. Un mode d'action, c'est l'impartialité. Donc, que vous soyez noir, blanc, jaune, catholique, musulman, etc., ça ne fait pas de différence.
les Croix-Rouges sont neutres, donc elles ne prennent pas position. Et ça explique aussi pourquoi la Croix-Rouge parle rarement de ce qu'elle fait. Et surtout, ne va pas prendre position dans une chose qui est en train d'être faite. L'indépendance, les Croix-Rouges ne dépendent pas des États, même si elles sont financées par les États, elles n'en dépendent pas. Le service volontaire, donc ça c'est pour les sociétés nationales, c'est les gens doivent faire ça sur la base du volontariat, l'unité, donc les Croix-Rouges s'entraident, et l'universalité. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Ça peut se résumer dans... Il y a un musée de la Croix-Rouge qui est à Genève, où il y a une citation de Dostoïevski qui dit « Chacun est responsable de tout devant tous ». Et c'est un peu pour moi très révélateur, effectivement, de ce que sont les modes d'action de la Croix-Rouge. Donc maintenant, le mouvement. Je vais essayer de vous expliquer un peu ça. Ne m'inquiétez pas, je vais en arriver à l'architecture à un moment. Donc le mouvement de la Croix-Rouge, 1863, la création du comité international. Les États signent, je vous ai parlé des 8 premiers qui ont signé, les big players de l'époque, c'est Allemagne, Angleterre, France, etc., pays européens. Puis petit à petit, l'ensemble des pays du monde, donc première loi universelle jamais faite, qui est signée par l'ensemble des pays du monde. Maintenant, il y a des sociétés nationales, donc dans tous les pays. Croix-Rouge, Croissant-Rouge, c'est la même chose. À partir de 1919, les sociétés nationales, pour parler avec le comité international, ont décidé de se fédérer juste après la Première Guerre mondiale, en ce qu'on appelle la Fédération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est en fait une entité sœur du comité, qui, alors que le comité a pour mandat, et c'est ça qui est très différent d'une ONG, les États, en signant les conventions de Genève, mandatent le CICR à agir en cas d'action. Donc le CICR n'est pas une organisation non gouvernementale, il n'est pas non plus une organisation intergouvernementale, il n'a pas été créé par les États, il a été créé de façon libre, mais par contre les États acceptent de mandater le CICR pour agir. Ce qui est complètement différent des MSF, par exemple, qui décide d'agir sur son propre chef, ou d'autres ONG. Donc le CICR, dans ce cadre-là, intervient dans les conflits, la fédération et les sociétés nationales interviennent pour la santé publique et dans les catastrophes naturelles. Et puis, des fois, tout ce petit monde travaille ensemble. Le tsunami, quand il tape le monde, cette grosse vague, elle touche plein de pays. Il y a des pays où il y a la guerre. Donc là, il y a déjà le comité, il dit, bon, bah ok, il y a une catastrophe naturelle, on intervient et on coordonne l'action. Le pays d'à côté où il n'y a pas la guerre, ça va être la fédération. Donc la Fédé, c'est la paix. La Croix-Rouge, c'est la guerre. Quasiment fini théorique. Donc l'emblème, la Croix-Rouge n'est pas un logo, c'est un emblème, c'est-à-dire que dans le droit international, ils sont attachés des droits, ne peut pas utiliser la Croix-Rouge qui veut, et qui la porte doit être protégé. Les slogans, le premier c'est Tutti Fratelli, dont je vous avais parlé, qui est le dernier là dans la liste. Moi j'aime beaucoup le premier parce que je trouve qu'il est très révélateur de ce qu'on fait. C'est du latin inter arma caritas, entre les armes la charité. Et c'est ça. Une fois de plus, le CICR n'est pas pacifiste. Il n'est pas là pour dire « Ah, celui-là est méchant » ou « ça ne devrait pas exister ». Non, on est là pour assurer l'humanité. Donc, à partir de 1929, la Turquie contacte le comité et dit « On n'est pas très à l'aise avec votre histoire de croix, là, parce que ça nous fait un peu penser aux croisades ou à d'autres choses. Est-ce qu'on pourrait utiliser un croissant ?» Ouais, pourquoi pas, allez-y. Donc ça se fait, chose qui maintenant peut poser des problèmes quand certaines personnes parlent du conflit de civilisation, parce que les gens pensent que le croissant rouge ne s'occupe que des musulmans, et donc la Croix-Rouge ne s'occuperait que des catholiques, alors que la Croix-Rouge, je vous rappelle, elle est impartiale. Quoi que vous soyez, le mouvement, d'ailleurs le croissant rouge de la Croix-Rouge, qui que vous soyez, peut prendre soin de vous. Donc, c'est un résultat de l'histoire qui est difficile à vivre. L'histoire, elle est longue. Le CICR vivra au-delà de ce phénomène, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. En tout cas, 1929, la Turquie demande le croissant, l'obtient. Les pays musulmans suivent en général. L'Iran va demander le lion rouge, c'est l'emblème que vous voyez là. Israël va se doter du mec David Adom, c'est l'étoile de David rouge. Révolution en Iran, le nouveau régime abandonne
ce motif. Et donc à partir de 2006, parce que ça devient problématique justement tous ces emblèmes, la Croix-Rouge, le comité gardera toujours la Croix-Rouge. Nous, où qu'on soit sur le terrain, on a la Croix-Rouge. Par contre, les sociétés nationales ont leur emblème. Mais des fois, moi j'étais dans des contextes, au Pakistan notamment, où vous pouvez voir un peu de tout. Et puis déjà pour nous, c'est pas simple, mais alors pour les gens qui n'y connaissent rien, ils ne comprennent pas tout ça. Et donc le mouvement a décidé de se doter de cet emblème qui s'appelle le cristal, qui est un peu en fait un symbole militaire. Vous savez, c'est losange, le système avec le numéro de régiment. Donc où vous pouvez mettre l'emblème de la société nationale dans cette espèce de chose qui est vue comme neutralisante d'un point de vue symbolique. Donc vous connaissez tous ces images, c'est un peu pour vous montrer les différences de la Croix-Rouge. Là, vous voyez, ce sont des soldats, donc c'est les services de santé des armées. Ils ne doivent pas faire partie de l'attaque et ils ne doivent pas être pris pour cible. Ça, c'est un bateau qui a cassé un blocus de la Croix-Rouge au début du XXe. Ça, c'est la Seconde Guerre mondiale. Les colis qui sont préparés à Genève pendant la Seconde Guerre mondiale pour donner aux prisonniers de guerre. Vietnam. L'ex-Yougoslavie. Donc ça, vous voyez, l'ex-Yougoslavie, c'est intéressant. Là, il y a l'armée à droite, qui est son véhicule blindé, qui porte la Croix-Rouge, donc les services de santé, et à gauche, c'est le comité. Ça, c'est Bagdad, c'est juste avant, malheureusement, ça c'est la délégation, c'est ce qu'on appelle le bureau de la Croix-Rouge, du comité dans un pays, ça s'appelle une délégation. Ça a été bombé juste après, malheureusement. Et ça, c'est à Alep. Il y a encore peu de temps, et peut-être encore maintenant, je ne sais pas, mais le comité était la seule organisation qui était légitimée pour intervenir et avait une action dans Alep. Donc le mandat, je vous ai dit, les États ont mandaté à travers les conventions le CICR. En fait, en résumé, le mandat, c'est protect, protéger et assister les victimes des conflits armés et autres situations de violence. Protéger, dans le monde humanitaire, c'est un sens très particulier. Ça ne veut pas dire protéger comme un militaire vous protégerait. C'est s'assurer que le droit international humanitaire, donc les conventions de Genève, sont respectées. Assister, c'est le médecin, donc c'est la santé, c'est la nourriture, s'assurer que les gens ont à manger, s'assurer que les gens ont de l'eau et de l'habitat. Donc c'est un mandat purement, strictement humanitaire. C'est un mandat international permanent. Donc un État ne peut pas dire du jour au lendemain, non mais vous, je n'ai pas trop envie de... Finalement, je ne respecte plus rien. Non, c'est pas possible, en théorie. Et donc, c'est ce que je vous ai dit, la Croix-Rouge, le comité n'est ni une organisation intergouvernementale, IGO, ni une ONG. C'est vraiment une chose. Une troisième chose. Donc il y a les Nations Unies et ce genre d'agences qui sont des OIG, il y a les ONG et il y a la Croix-Rouge. Donc, ça je suppose qu'on ne va rien voir, je dis protect, protéger et assister. Donc la politique de l'assistance, moi je travaille pour la division de l'assistance au sein du Comité international de la Croix-Rouge, qui a trois grandes unités, la santé, la sécurité économique, donc la distribution de nourriture, et l'eau et l'habitat. L'idée, c'est que pour minimiser les interventions chirurgicales, en gros, il faut s'assurer que les gens ne sont pas en train de mourir de faim et de soif, et ont un habitat et sont protégés. Donc nous, on intervient à ce titre-là. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un livre qui est sorti, je remettrai les codes à la fin, qui est disponible, qui est gratuit en PDF sur le site, qui montre, ça c'est les pays dans lesquels est intervenue mon unité, Eau et Habitat. Donc c'est des ingénieurs et des architectes qui travaillent sur l'eau et sur l'habitat. Ça c'est les pays dans lesquels on a intervenu dans les 30 dernières années. Vous voyez, on est un peu partout. La construction, on y arrive, c'est pas nouveau. Ça, vous voyez, c'est la guerre de décolonisation du Yémen en 62. C'est des préfabriqués, des genres de bungalows qui étaient un peu comme des caravanes qui s'ouvraient comme ça, qui étaient envoyés par avion depuis Bruxelles.
pour créer des hôpitaux de campagne dans le but de soigner les rebelles, enfin les indépendantistes. Ça, c'est des camps de déplacés dans les années 80 au Sud-Soudan. Donc d'abord, s'assurer qu'ils ne meurent pas de soif et après les loger. Sarajevo, ça c'est un collègue en bas, vous voyez, avec le Kevlar et le casque qui est en train de s'assurer que la partie de la ville est bien sous distribution d'eau. Aujourd'hui, à peu près, parce que les chiffres datent de 2012, l'unité eau et habitat, pour vous donner une échelle là maintenant, là c'était 110 millions de budget par an en 2012. Cette année c'est 200 millions. La construction dans ces 200 millions, c'était quoi, 15 millions à peu près en 2012. Aujourd'hui c'est 30 millions. Donc c'est à l'échelle du CICR qui a un budget d'1,6 milliard, c'est tout petit. À l'échelle de l'aide humanitaire de constructeurs, c'est énorme. Donc le CICR est un des gros acteurs de l'aide humanitaire. Maintenant, j'ai deux axes. C'est un peu pédagogique ce que je fais. Il y a une partie de la présentation qui va vous montrer ce que c'est qu'une réponse d'urgence pour que vous compreniez en quoi on peut... concrètement, ça veut dire quoi tout ça quand on parle de l'habitat. Et puis à la fin, je vous montrerai des projets de construction qui sont en dehors de l'urgence. Donc là, je vais vous raconter une histoire, c'est le Pakistan. Donc octobre 2005, il y a un tremblement de terre à 8h50 du matin, c'est pas anodin, c'est l'heure à laquelle les enfants sont à l'école, qui va faire 87 000 morts en 8 minutes, parce qu'en fait il va y avoir énormément d'enfants qui vont être piégés dans les écoles, et puis c'est aussi un moment où les gens sont au travail, etc. Plus de 100 000 blessés, le tout à une altitude de plus de 2000 mètres. Le tremblement de terre, il a lieu dans ce qu'on appelle le Cachemire sous l'administration pakistanaise, d'où le CICR va intervenir. Les premières choses qu'on fait, c'est de constater quels sont les dommages. Donc là, vous voyez, il y a un pont qui vrille. En gros, les infrastructures dans le Cachemire sont ramenées à zéro. Donc c'est quasiment plus possible de bouger avec les voitures. Et il va falloir que les équipes d'urgence passent à travers ce pont-là. Là, vous voyez, ils passaient au harnais pour rejoindre l'autre rive. Le problème, c'est qu'en octobre, on est juste avant l'hiver au Cachemire et que l'hiver est particulièrement rigoureux quand vous êtes à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc Kofi Annan, qui était le secrétaire général des Nations Unies à l'époque, avait dit s'il n'y a pas une intervention massive de l'aide humanitaire, on va avoir une catastrophe qui va nous tomber dessus. Donc les évaluations, amener des gens, donc vous voyez là, les Land Cruisers, les hélicoptères, il faut amener des gens assez rapidement pour définir qui a le besoin, qui est la victime, qui sont les victimes, de quoi elles ont besoin, où elles sont et comment on peut leur délivrer cette assistance. Là, je vais vous parler un peu de l'assistance en général. Donc avant tout, il y a le triage. Donc ça, c'est les collègues plutôt de la santé qui vont s'occuper de trier les gens pour voir qui peut être sauvé de qui ne peut pas l'être. Nous, on va commencer à leur déployer des hôpitaux de campagne. Celui-là, il est très connu. C'est dans le stade de cricket de Muzaffarabad, qui est la capitale du Cachemire pakistanais, où un hôpital a été déployé. C'est celui-là, le Narol Stadium, qui est devenu l'hôpital de référence où tous les blessés arrivaient et étaient convoyés par hélicoptère. Donc pour nous, c'était, ou par voiture, là, c'est principalement déployer un hôpital en s'assurant qu'il y a de l'eau, de la sanitation pour que ça marche. Les collègues de l'unité eau et habitat, eux, ils s'assuraient qu'il y avait de l'accès à l'eau partout, en zone rurale et en zone urbaine. Et puis il y avait les shelters. Souvent, les gens, quand ils pensent à l'humanitaire, ils pensent à abri, shelter. En fait, vous allez voir, c'est beaucoup plus que ça. Là, il y avait la problématique des shelters. Donc on commence à voir, il y a les premiers urgentistes qui arrivent, qui distribuent des tentes. Puis il y a des gens qui bidouillent à droite, à gauche. Donc ça, c'est les fameuses, ça s'appelle des tarpaulines, c'est des bâches en plastique. Et puis chacun, il va un peu de son côté pour essayer de voir comment il va passer l'hiver. La problématique des shelters, elle était énorme à l'époque parce que il y avait une partie de la population non négligeable qui était en zone rurale. Donc les villes étaient assez peu... les gens des zones rurales pouvaient assez peu aller en ville physiquement parce que les ponts étaient cassés.
les gens des zones rurales tirent leur richesse de leur bétail, donc ils ne voulaient pas abandonner leur bétail, donc ils voulaient rester là où ils étaient. Donc le problème, c'est que de toute façon, les routes d'accès, elles étaient dans l'état que vous voyez à l'écran, que le climat allait devenir particulièrement rude, et que donc on avait potentiellement, en plus de la première catastrophe, une deuxième catastrophe qui s'annonçait. Donc la conclusion, c'était que les populations rurales n'allaient pas bouger, et qu'il fallait que les shelters qu'on allait faire soient résistants au séisme, parce qu'après un séisme, il y a ce qu'on appelle les répliques. Donc il faut que ce que vous construisez ne leur retombe pas sur la tête. Il fallait qu'ils supportent le froid. Quand je dis froid, c'était moins 12. Et il fallait qu'ils soient assez légers pour être transportables au niveau logistique. Donc premièrement, il y a des équipes du département, ça s'appelle GIS, Geographic Information System, qui ont commencé à faire du mapping pour voir où sont les gens, définir les zones de priorité. Puis après, dans les zones accessibles, c'est des convois qui partent, avec donc ces camions, vous voyez, qui sont protégés par l'emblème, et les Land Cruisers, qui amènent des matériaux, de la nourriture. Et dans les zones non accessibles, c'est une des plus grosses opérations aéroportées qui a été faite en l'humanitaire. Donc c'était ce qu'on appelle les Chinook, ces gros hélicoptères qui ont amené de la nourriture, mais aussi, vous voyez, des éléments de construction pour pouvoir faire des shelters. C'était assez impressionnant ce qui a été fait. Et puis quand les hélicoptères donnaient leur matériel, vous voyez, après les gens continuaient à monter dans la montagne pour aller jusqu'où ils étaient, 2800 mètres, 3000 mètres. Donc ça, à l'arrivée, c'est ce que les gens voyaient, c'était les images en haut, ça bricolait, et puis petit à petit, l'idée c'était de winteriser, alors c'est un anglicisme francisé, donc rendre hivernable le shelter pour passer ce fameux hiver en faisant travailler les populations locales. Et puis, c'est ce que je disais à l'école d'archi ce matin, le problème c'est que le shelter, souvent les gens pensent que, moi je reçois toutes les semaines un nouveau petit génie qui pense avoir inventé le nouveau shelter. En fait, le shelter c'est très contextuel, il y a plein de réponses possibles, mais le sauver par le design, on a encore assez peu vu ça. Donc c'est surtout des problèmes de logistique et d'organisation du travail qui rendent ça possible. Et grâce à notre mandat diplomatique, ça c'est l'ancien président du CICR et l'ancien président général Musharraf du Pakistan, qui nous avait donné l'accord d'intervenir dans cette zone normalement fermée. Le Cachemire était fermé. Pour ceux qui sont intéressés sur le shelter, là encore sur le site, il y a un livre, une étude qui vient de sortir, parce que là je vous parle de Moussa Farabad, ça a gentiment 10 ans, sur l'opération qu'il y a eu aux Philippines après le méga typhoon Haiyan, qui est très très intéressant pour ceux qui sont intéressés, notamment les étudiants qui veulent creuser un peu cette notion-là. Vous verrez, là je vous ai pris quelques images, donc c'est toujours un peu pareil, les shelters, les gens qui s'organisent comme ils peuvent. À droite, vous voyez les différentes étapes qu'on a mis en place. Donc, évaluer qu'est-ce qu'on a, sélectionner et valider les bénéficiaires, leur donner des orientations, organiser le matériel pour faire le shelter, les former et lancer le béton. Non, c'est pas ça. Steel reinforcement, pardon, la préfabrication des armatures du béton, amener le sand and gravel, donc le sable et les graviers, distribution du matériel aux bénéficiaires, formation des bénéficiaires pour qu'ils auto-construisent, intervention de certains spécialistes pour aider les bénéficiaires parce qu'ils n'étaient pas tous spécialisés, donc il y avait des charpentiers pour la création de ces abris qui à la fin, c'est un concept assez nouveau qui est intéressant, ça s'appelle des core shelters. Donc il y a des abris qui sont faits pour des temps très limités, on sait qu'ils vont avoir 3 mois de vie, genre une tente, ce genre de choses. Là l'idée c'est de leur donner quelque chose qui va couvrir le temps moyen, medium term, qui vont pouvoir étendre de tous les côtés et petit à petit se refaire une maison, soit en gardant le noyau s'ils veulent, en construisant du dur autour, soit pas. Et puis il y a des études qui sont faites avec des ingénieurs pour voir s'ils vont subir le prochain typhoon.
Et il y a toute l'explication qui montre bien en fait qu'une opération réussie, parce que c'est une vraie opération réussie, il y a eu 4500 shelters construits. C'était la plus grosse réponse là-bas, alors qu'il y avait plein d'humanitaires. C'est surtout la capacité logistique d'organisation du problème. C'est la compréhension économique des acteurs qui agissent et le fait de tirer sur les bons leviers. Et ça, je pense que les architectes doivent comprendre un peu mieux qu'ils ont un très grand apport à donner dans l'humanitaire, pas spécialement en faisant du design et à se prendre pour justement sauver par le design, mais parce qu'ils ont une vision généraliste et une compréhension de l'acte de construire de façon généraliste, sont réellement des personnes clés pour pouvoir organiser des opérations de cette ampleur. Voilà, ça c'était l'urgence. Maintenant, je vais vous montrer des choses qui sont plus classiques, qui vont plus vous parler. C'est qu'au sein de l'unité eau et habitat, donc il y a mes collègues qui font beaucoup d'eau. Moi, j'en ai fait dans mes premières missions. Et puis, il y a la partie habitat. Donc, la partie habitat, ça va de visite de prison, prisonniers de guerre, s'assurer qu'ils sont logés dans des conditions acceptables, donc s'assurer que les autorités mettent tout en œuvre pour pouvoir assurer un minimum d'humanité dans ça. Shelter, on a parlé. Construction en général de petits équipements de santé, donc ce qu'on appelle les PHCs, Primary Health Centers, centres de santé primaire. Et puis après, ce qu'on appelle les large construction, donc ce qu'on appellerait les grands projets. Alors je vous calme. Ce n'est pas la notion de François Mitterrand de ces grands projets. Un grand projet pour nous, c'est de 3 à 5 000 m². Mais par contre, construire 3 à 5 000 m² là où on construit, moi j'ai travaillé sur des grands projets en Europe, je peux vous dire que ce n'est pas spécialement moins compliqué. Et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. Ça, c'est un projet, c'est le premier projet. Moi j'ai fait une première mission pour le CICR au Darfour. Donc là, c'est vraiment la guerre. Je gérais des camps déplacés, donc mon boulot c'était de faire des convois, à passer les fronts et les différents groupes armés pour s'assurer que dans les camps qui étaient administrés par nous, il y avait de la nourriture, de l'eau, de la sanitation et qu'on n'allait pas avoir des crises de choléra ou ce genre de choses. Assez vite, je suis revenu à mon métier de base, donc l'architecture, et on m'a demandé de suivre le chantier de ce centre de réhabilitation physique. Donc ça, c'est des centres où, pour les gens qui ont sauté sur les mines, donc ils n'ont plus de jambes, je pense cet exemple, ça peut être un autre problème, on va leur faire une prothèse, et puis on va les rééduquer, leur apprendre à marcher. Et puis après, il y aura le suivi, parce qu'ils doivent changer de prothèse. Donc c'était dans la région, le Sud-Soudan, qui venait de sortir de 25 ans de guerre avec le nord du Soudan pour son indépendance. Le Soudan du Sud, maintenant, vous savez, est devenu un État. À l'époque, c'était un pays qui avait vraiment vécu une guerre très forte, donc on était il n'y avait pas de business du tout, il n'y avait pas de développement, pas d'expertise, et puis on se retrouvait à construire cette chose-là qui est qui paraît rien, mais qui en fait était à l'époque genre la modernité arrivée à Djouba. Depuis, le business est arrivé, puis il commence à faire des tours en verre là-bas. Mais en fait, ça, c'est des bâtiments qui sont assez compliqués à mettre en place, parce que la complexité de ces projets, c'est qu'en général, alors qu'en Europe, vous allez apprendre à exercer dans une pratique qui est segmentée, donc en tant qu'architecte, vous coordonnez la maîtrise d'œuvre, vous avez des ingénieurs, des économistes, même en tant qu'architecte, maintenant des architectes spécialisés en ça, d'autres spécialisés en ça. La difficulté chez nous, c'est que vous êtes tout en fait. Et quand j'étais là-bas, j'étais seul. J'étais seul avec une équipe de nationaux qui n'avaient pas spécialement construit dans leur vie, j'étais là pour transférer un savoir. Mais je devais suivre les travaux d'électricité, je devais m'assurer que la structure elle était comme il fallait, je devais m'assurer qu'on allait avoir de l'eau. Et je peux vous dire que il n'y a pas Internet, la ressource technique elle n'est pas facile à avoir, il y a des collègues, mais c'est un acte qui est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça qu'on cherche à avoir des professionnels aguerris, parce qu'ils vont être poussés à leurs limites en fait. Et une autre chose qui est compliquée, c'est que vous savez exercer dans un champ spécifique d'influence. Donc vous savez exercer votre métier avec des normes françaises, des normes anglaises, des normes ceci, cela. Là, vous allez être exposé dans des contextes, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de code de la construction au Soudan, donc vous devez choisir ce qui est bon, c'est à vous de choisir. Jusqu'où vous allez dans la sécurité incendie, il n'y aura pas de pompier pour vous expliquer ce que vous devez faire. Qu'est-ce que vous importez? Est-ce que vous importez, c'est une contrefaçon ou quelque chose qui a de la qualité? Comment vous assessez ça?
le ciment que vous achetez, il est bon, il n'est pas bon, enfin, tout devient un problème. Et là-dessus, il faut trouver des solutions pragmatiques pour pouvoir avancer. Un autre exemple, c'est l'hôpital de Peshawar. Alors là, j'ai un problème parce qu'il va y avoir un plan, mais il n'est plus là, donc c'est pas grave. Bon, ça, c'est plus ce que je vous ai montré. Il y a plein d'images qui manquent. Non, c'est bon, ça va revenir. Donc, c'est une opération, on est au Pakistan en 2009, donc il y a les talibans pakistanais qui menacent de faire tomber Islamabad. Et donc le CICR dit, nous, on doit intervenir. Donc on va à Peshawar, qui est en fait une ville administrée par le gouvernement, mais qui est vraiment dans la zone d'influence Pashtun. Et dans Peshawar, on va ouvrir un hôpital qui est ouvert à tout le monde, et notamment aux familles qui peuvent être blessées par dommages collatéraux dans les attaques qui ont lieu, et on ouvre ça à qui veut venir, et c'est accepté par le gouvernement. Donc on déploie cet hôpital de campagne en tente parce qu'il faut aller très vite, il y a une attaque qui crée beaucoup de blessés. Et puis après, la complexité, c'est que l'hôpital va grandir, donc il va falloir qu'on va louer des maisons, puis on va les transformer, une en bloc opératoire, l'autre en stérilisation, etc. Et ça devient un projet, en fait, là encore, assez complexe à gérer. Donc c'est un autre exemple de ce qu'on fait. La Somalie, donc ça c'est marqué 2011, mais c'est la fin, c'est 2010 le départ. Le CICR soutient le Croissant Rouge somalien pour faire tourner le seul hôpital qui tourne encore à Mogadiscio à une époque où il n'y a aucun expatrié qui peut rentrer à Mogadiscio, sinon il est enlevé. Pas de chance, cet hôpital s'appelle Chélé, et il reçoit un mortier sur le bloc opératoire. Donc le président du CICR dit, c'est pas normal, il faut intervenir vite, vous devez reconstruire un bloc opératoire. Donc, ça, c'est l'entrée de l'hôpital de Kessané. Ça, c'est l'état du bloc avant qu'il soit touché. Donc, vous voyez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'occasion de travailler dans l'architecture hospitalière ou ont visité des hôpitaux, mais ça s'appelle un scrub. C'est là où le chirurgien se lave les mains avant qu'il vous opère. Donc, normalement, c'est un truc qui est hyper aseptique. Il n'y a pas une mouche qui vole, vous pouvez manger par terre. Donc là, il va se laver là, et puis vous allez être opéré là-dedans. Il faut savoir qu'il y a des bouts de plafond qui tombaient, parce qu'on est au bord de la mer, c'est tellement salé que les barres d'acier gonflent dans le béton, corrodent, et faisaient tomber le plafond qui était en béton armé. Par petits bouts, une fois, il y avait un bout qui était tombé pendant qu'ils opèrent. Donc en plus de ça, ils viennent de se prendre un mortier. Donc, on m'envoie là-bas... alors pas à Mogadiscio parce que c'est trop dangereux, je vais travailler depuis le Kenya et je vais demander à des collègues somaliens de prendre des photos dans Mogadiscio des derniers bâtiments. J'ai aucune idée de ce que je vais trouver, des derniers bâtiments qu'ils voient. Ils m'envoient ces photos-là, je regarde, je dis ok, je veux rencontrer le gars qui a construit celui-là et celui qui a construit celui-là. On organise que les deux entrepreneurs puissent venir au Kenya pour pouvoir leur parler, pour déjà comprendre qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qu'ils ont, quelle barre d'acier ils ont, quel diamètre, est-ce qu'il y a tout, est-ce qu'il y a du ciment, est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il y a cela. Puis après, on se dit, on va faire un plan hyper simple, avec, au coulage, même s'ils se trompent de sens, qu'ils le lisent dans le mauvais sens, les fondations elles sont symétriques, toute la structure est symétrique. Il n'y a que 2 diamètres de barres d'acier dans les colonnes, et tout est simplifié au maximum. Donc c'est ce qu'on appelle du low-tech. Mais le low-tech, c'est high-tech à faire. Donc avec des ingénieurs locaux, au Kenya, on commence à regarder, ok, comment on va assurer l'asepsie du bloc opératoire au niveau de la ventilation sans avoir à amener des techniques qu'on ne saurait pas maintenir. Ça s'est transformé, ça a été fait, le design en 6 semaines. Le bâtiment a été construit en 6 mois, donc c'est vraiment une performance pour un bloc. Il est très moche, mais c'est un des bâtiments qui est le plus pour moi révélateur, et dont je suis le plus fier que j'ai pu faire en tant que... Je vous en verrai d'autres plus jolis après, je suis fier aussi. Mais celui-là, je suis particulièrement fier parce qu'on a réussi à construire, et c'est ça toute la problématique là où personne n'arrivait à construire dans un délai incroyable. Et alors ce qui est assez drôle, c'est que j'avais fait des plans un peu
J'avais fait moins moche quand même. Mais il avait fallu trouver un système pour qu'on puisse continuer à opérer, même s'il continuait à bombarder, si vous voulez. Donc je m'étais inspiré de ce que j'avais vu à Bagdad avec les véhicules militaires qui avaient des boîtes. Il y a le blindage, il y a des boîtes à 1 mètre pour faire que les tirs de roquettes détonnent, pas sur le blindage, mais à 1 mètre du blindage. Comme ça, vous n'avez plus que ce qu'on appelle les shrapnels, donc les éclats qui arrivent sur le blindage, qui arrivent à le prendre. Donc là, il y a un système de double toiture, où il y a d'abord une toiture en béton, qui va faire le faux plafond. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir un faux plafond, parce qu'en Afrique, c'est toujours un problème d'avoir un faux plafond, parce qu'au bout d'un moment, il y a des oiseaux qui nichent dedans, c'est dégueulasse. Donc vous avez une toiture en béton et au-dessus vous avez un pre-detonation screen. Donc en fait la toiture va servir à faire détonner les explosifs à distance. Vous voyez, là encore, c'est rien, mais il faut réfléchir et ça change tout. Et l'entreprise, quand elle avait su que j'étais d'origine française, elle s'était dit Louis XIV, Versailles et tout. Donc en fait, ils n'ont pas respecté mes plans et le rendu, alors les fausses pierres d'angle, les ronds et tout, et il y a des portes avec des moulures, pour eux c'est ce que est Versailles, et c'était pour me faire plaisir qu'ils ont fait ça. Donc quand on parle des gens qui sont contributifs à l'acte de projet, là, vous voyez, vous êtes vraiment dedans. Et ça c'est le chirurgien qui était tout content. Vous vous rappelez des photos initiales, ça c'est le rendu final, donc maintenant c'est devenu le bloc de référence de Somalie. Le truc qui va plus vous plaire, qui est plus dans l'image contemporaine, c'est Haïti. Donc le tremblement de terre de Port-au-Prince, vous avez tous entendu parler de ça. Donc là on a reconstruit encore un centre de réadaptation physique sur 3 étages parce qu'on est sur un sol en pente, donc avec un atrium. C'est un bâtiment qui est très joli, moi je trouve, qui est dans un parc très beau à Port-au-Prince. Bon, ce bâtiment a été construit en 1 an et demi, c'était le premier bâtiment public reconstruit en Haïti. Et bon, ça on est assez fiers de ça. Et puis en plus, pour le coup, celui-là, il est joli, ils n'ont pas interprété les plans. D'autres projets, je vais aller plus vite pour vous donner vraiment une overview, une image globale de ce qu'on fait. Afghanistan, on est présent Kandahar, je vous ai parlé Peshawar côté pakistanais. Kandahar, c'était la capitale talibane en Afghanistan. Donc on est présent là-bas depuis 1995 à soutenir l'hôpital central. On a dû faire des projets de plateaux opératoires. Et donc, il faut développer des projets pour construire un plateau opératoire. Donc déjà, un plateau opératoire de 8 salles, quand vous faites ça en Europe, c'est déjà assez challenging. Quand vous êtes dans ces conditions-là, c'est juste d'une complexité terrible. Ça va jusqu'à se demander, ok, comment je vais réussir à faire rentrer des camions dans un hôpital qui tourne en étant sûr qu'il n'y a pas une bombe au milieu des sacs de ciment. Vous devez penser à tout, et ça fait que c'est une complexité énorme. Puis ce changement d'échelle fait aussi qu'il y a des techniques normalement qui doivent être mises en œuvre, qui ne sont pas disponibles en Afghanistan, donc il faut trouver des parades. Sao Domingo, dans Guinée-Bissau, ça c'est très révélateur des projets à plus petite échelle qu'on fait, une maternité qui est toute pourrie, donc on va la refaire en entier, puis à la fin ça ressemble à ça. Ce projet-là, je l'aime beaucoup, Malakal, il est aussi d'une complexité rare. En fait, je vous ai dit, le Sud-Soudan tout à l'heure, d'abord il y a le pays Soudan, de la région du Sud, qui fait la guerre pendant 25 ans à la région du Nord. Ça se termine par un accord de paix qui va donner l'indépendance au Sud-Soudan. Au nord du Sud-Soudan, donc à la frontière entre les deux, il y a une ville qui s'appelle Malakal. Entre Malakal et la future capitale du Sud-Soudan, il y a un marais immense. On voit des crocodiles et tout ce que vous pouvez imaginer. Le jour où le pays acquiert son indépendance, Malakal dépendait logistiquement du nord. Khartoum coupe tout. Donc en fait, Malakal se retrouve 500 ans en arrière. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui arrive à Malakal parce que tout est coupé en venant du sud. C'est quasiment impossible d'y aller. Nous, on y va en avion. On est même obligé d'emmener de la nourriture parce que les prix de la nourriture sont inaccessibles. Il n'y a rien qui vient. Donc tout est en train de monter à des prix complètement délirants. Et on est dans cet hôpital, là. Ça, c'est le bloc opératoire, qui est dans un état assez rare. Donc, il y a plein de chiens qui traînent dans l'hôpital. Ça, c'est le bloc, ça va, comparé à ce que je vous ai montré de Somalie. Il y a aussi des cochons dans l'hôpital. Puis, il y a surtout un problème, c'est au Sud-Soudan, ce qu'on appelle le black cotton soil. Donc, c'est l'argile gonflante en français.
Donc déjà, ces gens-là n'ont pas de chance, mais en plus, ils se retrouvent sur un type de sol qui a cette particularité de quand il pleut, il gonfle, quand il fait chaud, il se rétracte. Et ça va faire ça tous les jours pendant la saison des pluies. Au bout d'un moment, le bâtiment, c'est comme s'il prend plein de petits uppercuts, plein de petits tremblements de terre, et au bout d'un moment, il commence à vriller, paf, il tombe. Et donc, construire là-dessus, c'est juste un enfer, parce que vous êtes en train de construire sur un truc qui fait ça toute la journée. Donc, c'est un projet assez modeste en taille, parce que vous voyez, ça c'est le toit de l'ancien bâtiment. Donc c'est juste, on parle de cette extension-là, qui a été faite dans la qualité intérieure, les niveaux de ce qui est atteint sont incomparables là encore. Au niveau de ce qu'on amène en qualité pour les soins, c'est incomparable au niveau des risques des maladies nosocomiales, ces maladies transmises dans les hôpitaux. Mais ça a été un projet, là encore, extrêmement complexe, parce qu'il a fallu trouver un système de fondation qui nous garantisse que le bâtiment ne va pas partir en vrille au bout de 6 mois, dans un monde où il n'y a plus de logistique. Donc on a amené des matériaux par bateau, par camion, par avion, okay, et tout ça dans un délai extrêmement court. Donc ça aussi, c'est ce genre de choses qu'on peut faire. Faizabad. Ça, c'est un bâtiment qui vient d'être fini dans une des régions les plus sismiques au monde. Donc là, on a travaillé avec Arup Engineering, vous connaissez tous, parce que vous en avez entendu parler, parce qu'ils travaillent avec tous les grands architectes stars. Parce que là encore, on est à des niveaux de risque sismique qui sont genre 10 fois supérieurs au pire que vous pouvez penser à ce qu'on peut voir en Europe ou dans les pays développés. Donc c'est avec ce genre de cabinet qu'il faut développer des stratégies pour faire du low-tech, afin de pouvoir construire. Donc ça, c'est le bâtiment fini, il vient d'être fini ce mois-ci, cette année-ci, pardon. Et puis un dernier, je crois, c'est Kismayo en Somalie. Donc ça, c'est un bâtiment qui avait été construit par Mussolini quand ils étaient en Italie. Donc toujours un hôpital dans un état... donc ça, c'est la stérilisation. Ça, c'est encore un autre scrub. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'un scrub. Donc, et là, on est en train de rénover ce bâtiment-là. Je vous parle juste de ça parce que c'est un livre qui vient de sortir, que vous pouvez trouver gratuit sur le site, où vous pouvez acheter, si vous voulez, en format physique. C'est en fait une histoire qu'on vient de faire et qui est assez intéressante sur ce qui est en train de se passer dans le monde humanitaire. C'est que finalement, moi, quand j'ai voulu faire de l'humanitaire, c'était à l'école. Parce que Sarajevo m'avait complètement marqué à l'époque, et je m'étais dit, moi j'ai envie d'être architecte et faire quelque chose dans l'humanitaire. Donc à l'époque de Sarajevo, on m'avait dit, non mais je t'allais voir MSF, non mais no way, on n'a pas besoin d'architecte. Ok, trop bien. On m'avait dit, tu peux faire casque bleu, j'avais pas envie de porter les armes, donc j'ai rien fait. Par contre, je veux faire mon diplôme sur l'humanitaire. Là, mon école me refuse ce diplôme-là en me disant, les architectes n'ont rien à faire dans l'humanitaire, ça sert à rien. C'était il y a 20 ans, en fait. Il y a à peu près 15 ans, le monde humanitaire a commencé à comprendre. En fait, historiquement, c'est plus vieux. Il y a toujours eu des architectes dans l'humanitaire. Mais d'un point de vue global, il y a une compréhension, ce qu'on appelait la professionnalisation. Il y a un moment, les ONG et les grosses institutions, genre CICR, ONU, ont compris que le monde se complexifiait, les crises intervenaient dans des pays plus développés et la capacité de réponse devait être amplifiée. J'ai eu cette chance, il y a 10 ans, on m'a appelé et puis j'ai fait ma première mission et qui m'a donc renvoyé à mes amours de départ. J'ai pu faire ce que j'avais envie de faire depuis le départ et je l'ai développé. Et maintenant, comme je vous disais en introduction, le monde humanitaire a besoin d'architectes. Mais il a besoin d'architectes expérimentés parce qu'ils vont être vraiment poussés dans les extrêmes sur ce qu'on appelle nos grands projets au niveau de la gestion des projets. Donc au même moment, en fait, MSF, l'agence des Nations Unies qui s'appelle l'UNOPS, qui est spécialisée en infrastructure, et le CICR ont compris que non seulement ils avaient besoin d'architectes, mais pour que les architectes travaillent bien, ils avaient besoin de programmes architecturaux, et au même moment, plusieurs ont commencé à travailler sur différents thèmes. Nous, on a fait, parce qu'on en construit beaucoup, un programme sur les centres de réhabilitation physique, que j'ai eu le bonheur d'écrire. Et donc ça m'a permis de faire une histoire de la construction au CICR,
où je me suis rendu compte que le premier centre, il datait de 47, donc je vous dis que ça fait un moment qu'on construit, c'était... Sauf que tout le monde avait oublié, c'était en Finlande, parce qu'à l'époque, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y avait énormément de gens qui sautaient sur les mines que les Russes avaient mis dans les sillons vous savez, de ski de fond, et les gens sautaient et perdaient la jambe. Mais après, il y a eu des constructions qui ont accompagné toutes les guerres de décolonisation. Ça, vous voyez, ce sont les aires d'intervention. Donc là encore, c'est du global. Et donc, on savait construire, puis on a un peu oublié. Et puis surtout, on n'a rien archivé. Donc on a fait un travail énorme pour aller retrouver des projets qui nous paraissaient intéressants, faire des plans, comprendre comment les projets marchaient maintenant, faire des statistiques sur les surfaces, comprendre comment un centre s'organise, est-ce qu'il y a des règles. Là, vous voyez, c'est un qui a été fait au Cambodge, je crois, au début des années 90, en 93. Donc ça, c'est les espaces intérieurs. J'y suis allé récemment pour voir, ok, tiens, ces centres, ils marchent bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Vous voyez, ça, c'est des espaces qui sont très beaux et qui sont bien travaillés, qui sont passifs. Nous, on est généralement intéressés à l'architecture passive, non pas parce qu'on veut être vert, mais parce qu'on sait que dans ces pays, si vous donnez des bâtiments où vous avez besoin de l'air conditionné, il faut de l'essence, et l'essence ça coûte cher, donc il n'y aura pas d'air conditionné. Donc il faut faire des bâtiments qui marchent avec un minimum d'intervention. Bubble diagrams, ça nous a... Donc c'est l'organigramme fonctionnel du centre. Tout un travail de réflexion, parce qu'évidemment les centres doivent être accessibles. Donc on a eu la chance que les Nations Unies viennent de proposer une loi qui rend l'accessibilité comme un droit, donc l'accessibilité des handicapés au sens large, c'est-à-dire l'emploi, tout comme l'accès des infrastructures, ce qui a poussé ISO à sortir une norme. Ça, c'est un très bon exemple de la difficulté de travailler. Donc avant qu'ISO sorte cette norme internationale, avant, quand vous alliez dans un pays, moi j'avais un architecte espagnol, il me faisait de l'accessibilité espagnole, un autre qui était anglais me faisait de l'accessibilité anglaise, un français faisait de l'accessibilité, c'était jamais la même chose. Je n'arrêtais pas de s'engueuler. Là, on a un cadre de référence qui nous permet de travailler plus simplement. Et puis vous voyez, j'aime bien cette photo parce que ça c'est quelqu'un qui a sauté sur une mine, qu'on a appareillé et qui après est devenu ouvrier sur un de nos chantiers. Ça s'appelle l'inclusion. C'est un mode d'intervention humanitaire où, ok, on va donner la prothèse, mais aussi on va permettre aux gens de se réinsérer ou de s'insérer dans la société. Donc ça, c'est des principes de base, des petits dessins que vous voyez sur l'accessibilité, parce que là encore, si vous prenez une règle exogène d'un pays développé, on va vous dire, un siège, 1,50 m de diamètre pour tourner. Très bien, mais c'est un siège à 4 roues. Or, souvent, là où on bosse, ce sont des sièges à 3 roues. Le 3 roues, c'est plus grand, il y a plus de diamètre. Donc si vous suivez votre norme française, elle ne vous sert à rien, ça ne marche pas. Donc il faut réinventer des choses. Donc on a testé ce livre avec 2 projets, un au Yémen, c'est la 3D que vous voyez en bas, un autre en Birmanie qui est en train de se construire. Et puis pour pouvoir construire ce genre de projet, je vais juste vous montrer, c'est quasiment la fin. Ça, c'est une matrice d'analyse qu'on a développée pour nos chefs de projet quand ils arrivent sur un projet. Et je veux juste mettre un peu l'emphase, une fois de plus, sur ce que ça veut dire que de construire dans des conditions comme ça. Donc là, vous êtes au tout départ d'un projet, on va faire une faisabilité. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas une faisabilité comme ici, parce que souvent, on va arriver à la conclusion que ça n'est pas possible. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui est possible de faire. Un peu comme en Somalie, tout à l'heure, je disais, je suis fier parce qu'on a réussi à le faire. Et réussir à faire, souvent, c'est déjà très très bien. Et c'est ce que peut amener l'architecte de mieux avant l'esthétique. Donc, la faisabilité, elle se compose en 3 parties. Il y a une notice architecturale. Il faut faire un programme, analyser le site, quelles sont les conditions climatiques, souvent on est dans les extrêmes. Mettre une stratégie de réponse en passif, donc par rapport à ce climat, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'être totalement high-tech, ce qui ne marche pas en général. Quel est le concept de mon projet et son design. Vous voyez, partie 1.5 sur l'ensemble, ça c'est tout. Mais il y a une esquisse qui est faite, vous allez le voir après, puis une estimation financière. Après, vous passez à la deuxième partie, la notice d'ingénierie. Donc, ce sont soit des architectes, soit des ingénieurs qui font ça. Donc, l'ingénieur, des fois, lui, il est embêté à faire ça. L'architecte, il va être un peu plus embêté à faire ça, mais il peut demander à des collègues de recruter des compétences locales. Donc, l'ingénierie de notice, bon, ingénierie civile, qu'est-ce que vous avez besoin en route,
les pluies diluviennes, est-ce que vous avez des problèmes, comment vous gérez vos déchets, l'ingénierie structurelle, est-ce que vous avez fait une analyse géotechnique de votre site, au niveau mécanique, c'est quoi vos stratégies en chauffage, ventilation, climatisation, électricité, je vous passe les détails, plomberie, et puis la dernière partie, qui est la plus complexe, et ce qui est celle où une fois de plus les architectes ont un vrai rôle à jouer, qui est l'analyse de ce qu'on appelle le cadre légal. Quelles sont les autorités ayant juridiction? C'est-à-dire au Yémen, là où on construisait, il y avait deux entités qui se font la guerre, qui réclamaient avoir l'autorité sur l'endroit. Donc les deux disaient c'est moi qui donne le permis de construire. Donc nous on devait dealer avec deux types d'entités qui disaient des choses contradictoires. Donc il faut faire une stratégie par rapport à ça. C'est comme si Bordeaux était indépendantiste, puis le maire de Bordeaux vous disait bah, c'est moi qui décide, puis pareil vous disait non, mais ils sont indépendantistes, mais personne ne le reconnaît, donc c'est moi qui vous dis ce que vous allez faire. Il y en a un qui vous dit de faire un hôpital de 120 000, l'autre qui vous dit de faire un hôpital de 60 000. Donc là il va falloir faire la diplomatie. Cadre d'agrément avec les autorités. À qui appartient le terrain, quel est le processus de permis de construire, quels sont les codes de construction applicables et s'il n'y en a pas, lesquels on va appliquer et pourquoi, en sismique, en feu, en accessibilité, puis enfin la partie la plus complexe, c'est comment est-ce que je vais arriver à délivrer cet objet, mon bâtiment. Donc est-ce que je dois recruter, par exemple si vous allez au Pakistan, et vous voulez travailler comme architecte, vous ne pouvez pas, il faut vous inscrire à l'ordre des architectes. C'est normal. Comme si un Pakistanais il arrivait ici, on va lui dire bah, tu t'inscris au CNOA, parce que sinon c'est pas possible. Donc, est-ce que vous avez exposé en tant que CICR un de vos praticiens, un architecte, pour l'inscrire à l'ordre et il va devoir en assumer la responsabilité? Ou est-ce que là, on va être dans une stratégie différente en disant ok, soit on va travailler avec un architecte local et on lui laisse le design et le truc, soit vous ne le sentez pas trop, c'est ce qu'on avait fait à l'époque parce qu'on ne connaissait pas bien. Donc on avait fait les concepts, l'esquisse si vous voulez, et puis l'architecte développait les plans, ce qui nous permettait pour nous d'éviter de créer une agence ad hoc qui devait tout d'un coup passer de zéro à produire les plans pour un hôpital entier. Et ça, c'est souvent les questions qu'on doit se poser. Quand vous arrivez, est-ce que je dois, et moi j'ai dû le faire des fois, monter une agence ad hoc. C'est-à-dire du jour au lendemain, vous arrivez, pouf, vous êtes parachuté, je dois monter une agence d'archi qui marche, comprendre les codes, trouver des ingénieurs et puis produire. Ou alors, on n'est pas là pour piquer le boulot des gens. Je veux dire, s'il y a des professionnels compétents, on va les mandater et les accompagner. Donc, des fois, on est maître d'œuvre, des fois, on est maître d'ouvrage, des fois, on est les deux, des fois, on est même constructeur. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'à chaque fois, en tant que généraliste, je prends souvent cette image, un ingénieur, c'est un spécialiste du genou en médecine. Puis le médecin généraliste qui a une idée de votre santé en général. Vous envoyez l'ingénieur, il va tout de suite avoir tendance à aller regarder le genou et vous dire que ça ne marche pas, que ça va être compliqué, faire une opération au laser. Alors que le généraliste va peut-être dire, bon, bah, recommencer à marcher lentement, etc., etc. Donc l'architecte, avec sa vision généraliste, il est assez bien positionné pour amener une réelle expertise là-dedans et faire des faisabilités opérationnelles qui marchent, à faire un montage, choisir s'il délègue la compétence ou s'il la prend. Et c'est ça qui va arriver au succès, c'est-à-dire à délivrer un bâtiment de qualité qui va durer dans le temps et rapidement. Donc c'est ça qui fait aussi que les gens... je disais à l'école d'archi ce matin que je trouve qu'il y a un problème dans les médias et dans l'élite architecturale, je dirais, d'un pays. J'aurais déterminé ce que ça veut dire, mais moi je trouve que les relais ne jouent pas leur rôle. Moi j'ai besoin d'architectes compétents et personne ne le sait. Et j'ai pas d'architectes compétents qui m'écrivent. Et c'est quand même incroyable. C'est quand même architecte, il y a plein de gens qui cherchent du travail, écrivez-moi, mais ils ne m'écrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun relais qui se fait. Parce que quand il y a une figure du design, l'architecte étant vu comme un designer toujours ça va être couru. Par contre, quand on va dans des pratiques alternatives de l'architecture, il n'y a pas de relais. Alors merci de m'avoir invité parce qu'on commence à créer les relais, mais culturellement, on se bat contre des murs, quoi, parce que c'est pas toujours, les gens se disent non, moi j'ai envie d'être un designer et point barre. Donc ça c'est le projet au Yémen qui malheureusement est mis en stand-by, on dit en anglais en arrêt. Et ça c'est le projet au Myanmar qui est un très très beau projet qui est à peu près à 50% en chantier et qui attire vraiment beaucoup de gens parce qu'on a atteint une maturité maintenant vraiment au niveau de l'architecture. On est devenu beaucoup plus opérationnel. On s'est professionnalisé dans ces 10 dernières années et puis il y a quand même des gens compétents qui sont venus travailler pour nous.
et on arrive à faire des bâtiments qui sont très bien. Voilà, ça c'est les livres, vous pouvez les trouver sur le site. Donc celui-là c'est l'histoire de Wata, pour vous donner une idée en général de c'est quoi Oe Habitat. Ça c'est le livre que je vous ai montré sur les centres de réadaptation, ça c'est ceux qui sont intéressés sur les shelters. Et ça c'est un livre qui vient juste de sortir, qui est une des grandes problématiques de demain, qui devrait aussi intéresser les architectes. C'est l'intervention dans les zones urbaines, dans les conflits procrastinés, c'est-à-dire les conflits qui durent. Donc il y a toute une pensée, l'humanitaire est en train de vivre un changement majeur, c'est que pendant longtemps il a été en zone rurale, maintenant il doit intervenir en zone urbaine. Et Port-au-Prince, ça a été tout le problème, c'est-à-dire que les institutions sont arrivées pas équipées. Et là, la vision de l'urbaniste, ça devrait quand même être aussi pas mal les architectes qui la transmettent. Donc c'est intéressant pour vous aussi pour voir quelles sont les problématiques qui se positionnent. 1 heure, j'ai fini. Merci. Est-ce que je vais faire comme toi, je vais parler sans micro. Merci beaucoup, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que certains ou certaines ont des questions peut-être à poser, Samuel? Ne soyez pas timide, on est entre nous. Qu'est-ce qui peut faire qu'un projet ne se fait pas? Est-ce que ça peut être le budget ou est-ce que c'est parce que... Bon, le budget, je ne devrais pas le dire. Le budget, c'est pas très important. C'est important, il ne faut pas que ça coûte les yeux de la tête, mais surtout, souvent, vous avez compris, il y a deux grandes parties. Il y a l'urgence pure ou une partie qui est plus en développement. L'infaisabilité, c'est en Afghanistan, par exemple, là, le projet dont je vous parlais dans des régions sismiques très fortes. Au départ, il y a un projet qui a été fait et on est dans des... le tremblement de terre, quand les journalistes vous en parlent, ils parlent que de la magnitude. 9,3 sur Richter, ça ne veut rien dire en fait. Là, au niveau de l'ingénierie, ça se mesure à l'accélération du sol estimée au moment du mouvement. C'est une échelle logarithmique. Et en fait, là où on construit, on est vraiment sur les contreforts de l'Himalaya et on est au niveau les plus forts du monde. Et ça demande... Le Japon est aussi à ces niveaux-là, un peu plus bas. Sauf que le Japon, il a une technique qui est quand même autre chose que le nord de l'Afghanistan, qui est en guerre depuis des années et des années. Donc en fait, avec les ingénieurs, on a fait un projet. Donc l'architecte a pris des bases pour rendre la chose assez simple, donc fractionner le bâtiment, pas avoir une grosse masse, mais des petites masses, comme ça, elles bougent moins. Mais quand même, le sol était pourri, les accélérations étaient très fortes. Pour pouvoir le faire, il fallait faire un type de fondation. Il fallait utiliser une machine pour faire des fondations profondes qu'il n'y avait pas en Afghanistan, donc il fallait l'importer. Et là, la faisabilité de la chose devient délirante. On ne va pas importer une machine à pieux au nord de l'Afghanistan pour faire un centre. On a conclu que ce n'était pas possible. C'est un exemple. D'autres fois, ça va être que ce fameux mapping des autorités fait que ça devient extrêmement compliqué sans prendre des risques de pouvoir agir. Il ne faut pas sous-estimer ça. Il y a des morts tous les ans au CICR. Il y a des gens qui se font enlever, il y a des gens qui sont tués. Des fois, on est obligé de se retirer un peu, on aimerait faire plus, mais on ne va pas faire. De certains sens, je ne connais pas les raisons, mais ce qui vient de se passer à Kunduz pour MSF, c'est typiquement le genre de choses. On dit, bon, jusqu'où on va aller? Jusqu'où on expose notre staff? Et des fois, faire un chantier, comme je vous montrais le plateau opératoire tout à l'heure à Kandahar, on a estimé que c'était juste pas possible, parce qu'on prenait trop de risques. Donc on ne voulait pas le faire. Donc il a fallu prendre des opérations, des plans B. On a fait différemment. Donc c'est vraiment ça, bien plus que le coût qui est limitant. J'ai une question par rapport à... vous l'avez cité, je crois, et puis on entend parler des architectes de l'urgence. Déjà, la première chose, c'est peut-être de savoir est-ce que c'est différent, quelle relation vous avez avec eux. Et peut-être de manière très naïve, vous parliez du recrutement tout à l'heure des architectes compétents. Et est-ce qu'il y a la même problématique chez les architectes de l'urgence? Et peut-être, est-ce que c'est aussi le fait de ne pas être identifié? Je veux dire, quand on s'appelle architecte de l'urgence, on se doute qu'on recherche des architectes et des ingénieurs. Est-ce que la Croix-Rouge ne pâtit pas un peu de ça, du fait d'avoir peut-être une étiquette beaucoup plus humanitaire dans le sens sanitaire des choses?
Ouais, alors architectes d'urgence, on les connaît, on intervient, ils font des colloques annuels. L'année dernière, ils m'avaient invité pour intervenir à leur colloque. On se connaît et on échange. Architectes de l'urgence, c'est une ONG. Nous, on est la Croix-Rouge. Donc, ils ont pris pour mandat. Avant eux, il y avait, il y a toujours Architectes sans frontières, mais qui, dans les années 80, a eu assez de levier. Puis c'est tombé un peu à l'eau parce que je pense qu'ils ont eu des. Je crois me rappeler qu'on m'avait dit qu'ils avaient des problèmes de sécurité, puis ça réexiste, mais sous une autre forme maintenant. Architectes de l'urgence, ils se sont créés avec les inondations de la Somme et ils se sont donné le mandat eux-mêmes d'amener de l'architecture dans le monde humanitaire. Donc ça, c'est intéressant parce que je connais personnellement Cameron Sinclair qui a fait la même chose aux États-Unis, Architecture for Humanity, qui est un monstre. Mais ce sont des gens qui ont compris qu'il y avait effectivement de l'expertise à amener dans le monde humanitaire, mais personnellement, je n'ai pas fait le même mouvement qu'eux. C'est-à-dire que, en découvrant le monde humanitaire, je me suis dit, oui, il y a besoin d'une expertise, mais une des choses qui est assez compliquée actuellement, c'est que, on va dire que le CICR est la première organisation de l'ère moderne humanitaire, 150 ans, puis il va y avoir, avec la Seconde Guerre mondiale, une deuxième vague, les Oxfam, les CARE, pour prendre soin des réfugiés du conflit, de la Seconde. Troisième vague, c'est MSF, c'est les chirurgiens des chirurgiens de la Croix-Rouge qui décident, ils ne sont plus d'accord avec le mode opératoire de la Croix-Rouge. Donc MSF se crée, qui va engendrer MDM, les French Doctors. Donc ça, c'est vraiment la troisième vague, qui a aussi une vision. Et puis, il y a Sarajevo, qui est là un moment historique, parce que l'Union européenne est en train de se constituer, devient très forte. L'Union européenne, c'est l'organisation mondiale qui donne le plus dans l'aide d'urgence, bien plus que les États-Unis. Et ils se dotent d'un organe qui s'appelle ECHO, et ils vont créer ce qu'on appelle les baby ECHO, c'est-à-dire que pour éviter d'aller eux-mêmes à Sarajevo, ils vont financer des ONG, des associations qui vont dire « nous, on veut y aller, donner de l'eau, de la nourriture, etc. » Et en fait, on est passé d'un monde de l'humanitaire où il y avait assez peu de gens à maintenant, je crois qu'il y a 14 000 organisations internationales, enfin ONG. Hein. Alors, il y a ces trois grandes branches, hein. Il y a les OIG, les UN, il y a les ONG historiques, genre MSF, tout le monde connaît, mais il y a plein d'autres ONG. Puis il y a des ONG des fois un peu douteuses aussi. Hein. Et tout ce monde-là, puis il y a la Croix-Rouge. Et tout ce monde-là est un peu dans une compétition aussi. Alors gentille, parce que c'est pour faire le bien, on va dire, je simplifie, hein, mais pas les bisounours. Mais il va se faire une compétition pour aller chercher les fonds. Et je pense que il y aurait... Je voyais pas, je me suis posé la question, moi, à me dire, tiens, pourquoi, en fait... j'en ai pas eu spécialement l'opportunité, mais j'en avais pas la volonté. Pourquoi je ne créerais pas une ONG d'architectes? Mais en fait, je me suis dit, je vais rentrer dans cette espèce de compétition pour avoir des fonds moi-même pour intervenir à faire mon école. Et je me suis dit, il y a beaucoup plus besoin d'amener, comme un prestataire de service, son expertise aux grands acteurs que sont MSF, Oxfam, la Croix-Rouge, les Nations Unies, etc. Là-dedans, il y aurait encore eu deux modèles. Le premier, ça aurait été de faire une ONG ou une association à but non lucratif qui se met au service des autres. Il y a des gens aux États-Unis qui ont fait ça, ça marche, mais c'est resté assez confidentiel. Et puis il y a le modèle que moi j'ai pris, qui est d'aller dans une de ces institutions et de créer la branche et le besoin. Donc, on fait la même chose avec Architectes de l'urgence, sauf que ça a une échelle complètement différente. Je disais tout à l'heure, je crois qu'ils ont un budget d'à peu près 2 à 3 millions. Nous, c'est 200 millions, donc c'est quand même une autre échelle. Mais Architectes de l'urgence, parce qu'ils ont tissé des liens en France. Là, la Croix-Rouge pâtit plus de son internationalisation qu'autre chose. Ils ont tissé des liens en France, donc enfin, moi, je suis allé à certaines de leurs conférences avec le Sénat, le CNOA, le machin. Donc, en fait, ils trustent complètement l'espace médiatique. Et les gens... Et ça, c'est intéressant. Quand moi, je me suis dit, j'ai envie de faire de l'humanitaire, à qui vous pensez? Architecte de l'urgence, Architecture for Humanity. Donc vous allez là, et vous ne pensez pas parce que vous ne savez pas qu'il y en a d'autres qui ont besoin.
Donc, c'est des modèles différents. Nous, on comprend qu'il faut un peu les changer. Mais eux, je pense qu'ils ont le modèle inverse, c'est qu'ils ont beaucoup trop de demandes et pas assez de projets. C'est ça. Mais voilà. Donc, ils viennent de créer une fondation à Genève, mais toujours dans le but de se développer pour avoir leur bénéfice, ça s'appelle bénéficiaire direct, hein, pas être prestataire pour quelqu'un d'autre, mais agir opérationnellement directement. C'est peut-être une des voies de développement des futures années qui est pour les ONG professionnelles, parce qu'il y a les architectes, mais il y a tout dans les ONG, les topographes de l'urgence, tout ce que vous pouvez imaginer, il y en a. Donc ça peut être qu'ils se mettent au service des grandes institutions, ça pourrait être un modèle. Une autre chose, c'est qu'on a créé une plateforme qui est un peu informelle encore, mais qui commence à vraiment porter ses fruits avec les grands acteurs de la construction, qui sont MSF et UNOPS, où là, on échange énormément de documents et aussi il y a Inès, je suis content de l'avoir, qui est le focal point construction pour MSF. On échange de la donnée, mais on échange aussi des gens, on permet les ponts, et puis petit à petit, on est en train de se constituer. Mais ça, c'est tout neuf. Il y a 10-15 ans, il n'y avait pas, ou c'était des individualités qui étaient de temps en temps, il y avait des architectes au CICR, mais c'était l'architecte qui faisait son truc, puis qui partait en mission, il n'y avait pas une unité de constructeurs. Donc la constitution la compréhension et la constitution des unités, c'est vraiment tout nouveau. Donc on est en train d'ouvrir les voies surtout.